Donc, si ça s'est bien passé, c'est bien passé, voilà. Donc le programme, est-ce que vous avez un délai ou est-ce que vous voyez bien la planche? Parce que la dernière fois, il y en avait pas mal de délais. On voit bien la C'est bon, planche. parfait, C'est bien. très bien. Donc, donc bien sûr, on parle ici du programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation. Donc on parle d'Horizon Europe, qui est en fait le 9e programme cadre. Donc c'est pas nouveau ce programme cadre, mais Horizon Europe a une dimension très particulière. Donc c'est des programmes sur les 7 prochaines années, de 21 à 27, enfin 6 prochaines années. Il a une dimension toute particulière puisqu'il fait près de 100 milliards d'euros de budget global, avec une ambition réelle de support aux politiques européennes. Donc comme vous le voyez, il a été structuré essentiellement en 3 gros piliers. Des piliers 1, 2, 3 qui sont finalement un peu dans la ligne de la maturité de la recherche. Donc on commence sur un aspect recherche scientifique plus amont avec le pilier 1, un pilier 2 qui est effectivement celui qu'on va traiter aujourd'hui, en partie sur une thématique spécifique d'un cluster spécifique qui est la sécurité civile pour la sécurité, qui lui regroupe toutes les activités plutôt de recherche et innovation plus classiques, collaboratives et liées à la compétitivité industrielle. Finalement, et un 3e pilier qui a été renforcé dans Horizon Europe qui essaie d'aller plus proche de l'innovation et donc du marché avec notamment le Conseil européen de l'Europe. Sur ce, il y a aussi un pilier ou un socle qui est un peu classique, mais qui est là pour aussi permettre de renforcer cet espace européen de la recherche et qui sous-tend finalement et qui essaie de faire en sorte que les développements des différents piliers soient les plus larges possibles avec le maximum de participation. Donc bien sûr, tout ça, ça s'appuie sur les priorités politiques stratégiques de l'Union qui sont mises en œuvre à travers ce programme de recherche et innovation et qui traitent donc des problématiques mondiales et surtout de la manière dont l'Europe voit ces problématiques mondiales et souhaite les développer. Alors, le pilier 2, comme je disais, c'est le pilier sur lequel on se concentre avec ce qu'on appelle ici pôle, mais qui est dans la dénomination européenne. Il faut mieux utiliser peut-être les mots que vous allez retrouver dans les documentations, qui s'appelle le cluster 3, donc sécurité civile pour la société. Et l'approche qui sous-tend ces programmes, elle est top-down. Donc on part vraiment des priorités politiques stratégiques de l'Union européenne. Et on va essayer d'en déduire des problématiques sociétales et des défis globaux. Frédéric, pardon, ton micro Vous a été entendez? coupé. Ah, Voilà, oui, c'est bon, je ne sais pas pourquoi ton micro a été non, coupé. il s'est désactivé tout seul. Bon, Ok, désolé, merci je t'en prie, je t'en de prie. me le dire. Donc, je ne sais pas quand il s'est désactivé, mais je parlais de cette approche top-down, donc basée sur les priorités politiques stratégiques de l'Union européenne, et qui est centrée sur les problématiques sociétales et les défis globaux. Donc l'idée, c'est vraiment de répondre à ces défis globaux et faire en sorte qu'on puisse avoir un réel impact grâce à ce programme de recherche et développement et innovation. Euh, on est dans un cadre européen, donc la structure de ces projets est toujours collaborative et transdisciplinaire, transsectorielle et transnationale. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, en général, les projets sont des projets qui ont une certaine dimension, puisque on cherche à avoir des projets qui peuvent aller jusqu'à même plus de 10 millions, mais en moyenne, c'est quelques millions d'euros, hein, 4-5, voilà, des durées qui sont plutôt de l'ordre de 3-4 ans, peu au-delà et peu en dessous. Et puis, ça a été structuré selon différentes structures de projets, différentes typologies de projets qu'on décrira un peu plus tard, les RIA, IA et CSA. Alors, vous avez un tout petit peu de temps. Projet européen collaboratif, comme on l'a dit.
bien, du coup, on a des critères d'éligibilité, c'est-à-dire que vous ne pourrez soumettre un projet que si vous satisfaisez un certain nombre de critères, et en particulier sur la structure de votre consortium. Donc, comme c'est collaboratif, vous allez monter un consortium, et il faut que dans votre consortium, vous ayez 3 entités légales indépendantes, donc sans lien de shareholder, enfin de participation, et dans 3 États membres ou associés à Horizon Europe, et en particulier pour garantir qu'on est vraiment européen, il y a une contrainte supplémentaire. Il faut que vous ne pouvez pas prendre 3 pays, 3 États associés. Vous êtes obligé de prendre au moins un État membre dans les 3 que vous allez avoir à minima dans votre consortium. Alors, dans les États associés, vous avez une liste sur la droite et puis vous avez un lien en bas interactif qui vous permet de mettre à jour cette liste qui, justement, est liée à des négociations, et à noter que pour le moment, la Suisse n'en fait pas partie. Voilà. On va passer à la planche suivante. Alors, l'autre élément important qu'on a voulu rappeler ici, vous entendez? Allô? Ouais, on t'entend très bien. On t'entend très bien. C'est quelqu'un D'accord. qui a ouvert son D'accord. micro. Pardon, je vais le trouver. Je vais le. Merci. Un peu. Donc, ce qui nous a paru aussi important de rappeler, on fait un projet, on fait une proposition qui va être évaluée, qui va gagner, va être sélectionné ou ne va pas être sélectionné. Et en fait, c'est quand même très important de comprendre quels sont les critères d'évaluation de ce qu'on va proposer. Il y en a, on reste sur du classique. Donc 3 critères principaux d'évaluation. L'excellence, donc on parle de recherche et d'innovation, donc il faut que ce soit innovant ce qu'on propose, que ce soit nouveau. Donc il y a en particulier aller au-delà de l'état de l'art. Donc il y a une nécessité dans ce qu'on propose de démontrer qu'on a une bonne connaissance de l'état de l'art. Il y a quelques suppléments dans Horizon Europe. On cherche aussi à montrer qu'on fait de la science, mais ouverte. Et donc on le décrira d'une certaine manière dans le critère, dans la description de notre excellence. Le deuxième critère d'évaluation fondamental, puisqu'on l'a vu que le programme était structuré autour des besoins et des impacts attendus, c'est ce critère d'impact qui devra aussi intégrer ce qu'on a appelé les Key Impact Pathways. Je vous écrirai juste après ce dont on parle. Donc il y a une vraie attente de la Commission de focaliser ses travaux sur les piloter finalement par les impacts que ça va avoir, non seulement pendant le projet, mais éventuellement aussi après le projet. Donc c'est quelque chose qui est important et qu'il faut avoir à l'esprit. Et bien sûr, reste le dernier critère qui est la qualité et l'efficience de la mise en œuvre. Bien sûr, on fait ça de manière collaborative, en partenariat. Donc il faut démontrer que ce partenariat, il a non seulement un sens, mais il apporte une vraie efficacité à l'argent qui est mis par la Commission pour financer ce programme. Donc c'est important aussi de bien articuler le rôle et la manière dont le projet va être mis en œuvre. Donc ces 3 critères sont importants. Ça sera bien sûr évalué par des experts indépendants et des experts évaluateurs. On le verra, et peut-être dans la discussion, il y aura quelques questions par rapport à ça. Les experts ne sont pas toujours complètement spécialistes de tel ou tel sujet, ou ont besoin d'avoir une description qui soit très précise. Donc il est important que tout ça soit clair, que l'excellence, l'impact et la qualité et l'efficience de la mise en œuvre soient les plus clairs possibles. Voilà, je voulais rajouter ça et simplement dire que dans Horizon Europe, on a effectivement des propositions plus concises, plus de 45 pages maximum pour les IA et RIA, et de 30 pages pour les CSA, pour bien se focaliser et être le plus précis possible de ce qu'on présente. Alors, les Key Impact Pathways, je les ai rajoutés ici pour que vous ayez en tête un petit peu cette focalisation
la Commission d'évaluer vraiment la valeur ajoutée pendant et après le programme. Donc on a vraiment des enjeux à essayer d'illustrer, comme comment on crée de nouvelles connaissances de haute qualité. Donc on revient à cet aspect excellence et au-delà de l'état de l'art. Il y a cette notion de besoin d'un capital humain renforcé pour la recherche et l'innovation au niveau européen. On a parlé de l'open source puisqu'on est dans un mode quand même où on croit non seulement, mais on est persuadé que l'open source et la science ouverte a un réel bénéfice pour l'excellence et la connaissance. Bien sûr, tout ça s'appuie, il faut s'assurer qu'on répond bien aux priorités politiques de l'Union européenne. Et comme je le disais, quels sont les bénéfices et les impacts que ce projet de recherche et innovation va apporter. On verra sur quelques sujets que ça a peut-être plus de sens encore. Il est important aussi de montrer que cet argent dépensé pour faire un projet de recherche et d'innovation, il sera utile, c'est-à-dire qu'il sera adopté et qu'on a démontré ou on a illustré d'une certaine manière comment les résultats de cette recherche et innovation vont être adoptés par la société. C'est un des points critiques et on verra qu'il y a justement une des destinations sur la recherche en sécurité qui sera présentée un peu plus tard, qui est spécifique et qui est dévolue essentiellement à cet aspect-là. Pourquoi on fait tout ça? C'est pas pour faire de la recherche et de l'innovation, c'est parce que derrière, c'est pour accompagner une croissance, créer des emplois et puis en tirer parti le plus possible de tous ces investissements pour la société elle-même. Donc j'ai voulu les présenter ici pour que vous ayez bien en tête que c'est des choses auxquelles il faut penser quand on conçoit un projet, parce que ça va être des éléments importants de l'évaluation et du suivi que fera ensuite la commission. Alors, comme je vous disais, il y a 3 types de projets collaboratifs ou d'instruments qui ont des modes de financement un peu différents. Alors, les 2 premiers sont, on le voit, liés à des TRL, donc des niveaux de maturité technologique, puisqu'ils sont, c'est vraiment des actions de recherche et d'innovation ou d'innovation. Donc, le premier, la RIA, est un peu amont, avec des TRL un peu plus bas, 4-5 en fin de projet en général. Donc, c'est pour établir de nouvelles connaissances, explorer la faisabilité, aller jusqu'à des essais de prototypes à petite échelle. Donc, on est sur des TRL un peu bas. Et ensuite, on a des mécaniques, un instrument l'Innovation Action, qui, lui, essaie d'aller vers des TRL 6, 7, 8. Alors en général, c'est oui, vers 7, 8. Et là, on va essayer de vraiment prototyper, démontrer, faire des démonstrations, des pilotes pour se préparer à des TRL suivants, le TRL suivant qui sera du 9, 8, 9. On a aussi, on verra, quelques actions de support et de coordination qui, elles, sont plutôt des projets un petit peu plus petits qui produisent surtout du papier. Donc, c'est des mesures d'accompagnement qui peuvent produire, qui permettent de construire des réseaux, qui permettent de produire des rapports, de faire des planifications stratégiques. Et on verra que c'est utile, notamment pour les tâches un peu transverses. Donc là, vous avez un code couleur qui sera réutilisé dans la suite de la proposition pour bien repérer qu'est-ce qui est une RIA, qu'est-ce qui est une IA et qu'est-ce qui est une CSA dans le programme 2022. Sachant qu'il y a des financements, notamment pour l'industrie, qui sont un peu différents entre une IA. Tout est à 100%, sauf pour les IA et pour les industriels qui sont qu'à 70% de financement par la Commission. Alors, juste rappeler un tout petit peu les TRL, parce qu'on en parle depuis quelques planches. Alors là, il y a une échelle qui va de 0 à 9, d'autres échelles vont de 1 à 9. En gros, le maximum, c'est 9. Ça commence par des TRL bas qui sont liés à des idées. On a vu que là, j'ai essayé de représenter les RIA entre le moment le démarrage des RIA et la fin de la RIA. On peut démarrer avec des technologies qui sont
peu matures et qui, au cours des 3 ans de la REA, par exemple, vont maturer d'une certaine manière pour arriver à du 4-5 en fin de projet. De même pour l'IA, vous pouvez finalement dans une IA avoir quelques aspects de votre Innovation Action qui ont des TRL assez bas et que vous allez utiliser en complément d'autres capacités qui ont des TRL assez élevés pour qu'en fin de projet, vous soyez quand même capable de faire des démonstrations et faire éventuellement des tests et évaluations pour vous préparer à des futures productions si possible. Donc voilà, voilà pour les TRL, vous voyez comment c'est. Alors maintenant, comment ce projet sur le contenu, maintenant qu'on voit comment la structure est faite, comment le contenu a été produit. Alors ça part, bien sûr, comme on l'a dit, c'est un top-down, hein, donc ça part du programme Horizon Europe qui a été défini pour 7 ans, avec son cadre législatif, les domaines d'intervention et comment il est structuré, on l'a vu avec les différents piliers. Un plan stratégique a été construit, d'ailleurs avec beaucoup de participants et une ouverture très particulière pour faire en sorte que cette vision stratégique soit la plus large et partagée par différentes communautés. Ce plan stratégique est un plan sur 4 ans qui essaie d'identifier les priorités politiques européennes et présente les orientations stratégiques et surtout, et on va voir que ça c'est clé, les impacts attendus pour satisfaire à terme ces orientations stratégiques. Donc à partir de ce plan stratégique sur 4 ans, a été défini un programme de travail pour chaque cluster. Là, on parle du pilier 2, et le programme de travail a été construit pour 2 ans, avec une complémentarité souvent entre la première et la deuxième année, pour à peu près traiter l'ensemble des thématiques du cluster. Alors, pour aller encore un peu plus loin dans la structuration, et vous voyez en bas, chaque cluster pouvant être relativement large, et puis on parle d'un programme qui est quand même très, très ambitieux, il a été structuré en destination. C'est-à-dire en sous-thématiques. Et pour chacune de ces sous-thématiques, on a d'autres thématiques regroupées par sous-thématiques, on va dire, et qui permettent de structurer un petit peu mieux et de savoir quel est l'objet, le contenu visé pour un topic particulier. Donc vous voyez sur le petit dessin en haut à droite, une représentation graphique qui illustre cet aspect, programme Horizon Europe sur 7 ans, plan stratégique sur 4 ans et puis Work Programme sur 2 ans avec des projets qui vont être ensuite durer 2 à 4 ans, on va dire, et qui vont répondre à des topics spécifiques. Alors, une autre présentation, mais qui a pour but ici de vous indiquer, alors je vais revenir 2 secondes, donc bien sûr, vous allez répondre à un topic, c'est-à-dire que vous allez avoir un lien d'ailleurs actif du Work Programme 2021-2022. Donc, dans la présentation, vous pouvez avoir la dernière version du lien qui est publié sur la commission. Mais vous allez finalement répondre à un topic, à un sujet particulier. Et en fait, il ne faut pas que vous oubliez que ce topic, il s'insère, comme on l'a vu, il a tout un héritage, c'est-à-dire qu'il a été écrit pour une destination particulière. Donc la destination elle-même a des objectifs et des impacts attendus. Cette destination s'insère dans la description du cluster lui-même, donc qui a lui-même une description de ce qui est attendu de manière globale sur ce cluster, qui lui-même hérite de la vision stratégique qui est décrite dans le plan stratégique sur une durée un peu plus longue. Donc il est important d'avoir en tête cet héritage pour s'assurer que ce qu'on construit est cohérent avec l'empilement des impacts attendus à différents niveaux. Voilà, c'est une manière de le représenter. J'espère que c'est utile. Juste pour vous donner un exemple, ici on a un élément avec un lien du plan stratégique qui vous montre par exemple que il est attendu qu'on passe d'une approche réactive par rapport à la sécurité, donc sur notre thème,
à une approche beaucoup plus proactive en identifiant ce qui va bien pouvoir se produire et puis s'y préparer, anticiper et essayer de le prévenir au maximum. Donc ce genre de message général du plan stratégique est utile à garder à l'esprit parce qu'à un moment donné, il faut, dans la proposition et dans ce qu'on propose, qu'on satisfasse cette attente du plan stratégique. Alors, juste pour vous donner un exemple, le plan stratégique est très bien construit. C'est pas un document très important et qui mérite d'être connu et lu. Donc là, vous avez par exemple pour le cluster 3 une description assez synthétique de ce qu'on appelle les Key Strategic Orientation. Donc il y en a 4 essentiellement dans le programme Horizon Europe. Et pour le cluster 3, on en a 2 principalement qui sont attendus, enfin qui sont visés comme Key Strategic Orientation. Juste rajouter qu'il faut pas forcément négliger les 2 autres, les 2 autres étant en l'occurrence ici Green. Je pense que on a une thématique qui traite du digital, l'économie circulaire digitale, et puis une autre qui est sur l'environnement et la sustainability. Bon, c'est pas prioritaire, mais peut-être qu'il faut pas l'oublier et si on rajoute des éléments de ce type dans sa proposition, ça peut avoir du sens aussi. Ça, c'est un petit message en passant. Donc, vous voyez, finalement, pour le cluster 3, vous avez en bas 4 impacts très précis qui sont identifiés, attendus, et qui seront déclinés dans la définition. On va voir des destinations et qui seront à utiliser pour décrire ce qu'on fera dans les topics, dans les propositions. Alors, maintenant, si on regarde de manière un tout petit peu plus détaillée ce qu'il y a dans le cluster 3, Civil Security for Society. Donc les priorités, on en a parlé. Là, elles sont réécrites en français et avec les quelques mots-clés qu'on considère importants. Donc, on part du haut, top-down, soutenir les priorités politiques de l'Union européenne en matière de sécurité civile et de cybersécurité. Donc, c'est les 2 thèmes. La cybersécurité a été, vous le verrez, mis dans ce cluster, même si elle est aussi traitée dans le cluster 4 en particulier, puisque c'est la dimension digitale qui est au cœur. Répondre aux exigences en matière de capacité. Donc, on est sur une approche capacitaire effectivement, on part des besoins de capacité pour résoudre les grands enjeux de sécurité de la société. Mais on veut faire ça de manière éthique parce qu'on est on est en Europe, on a décidé qu'on avait un certain nombre on voulait fonctionner d'une certaine manière et que on était lié on faisait ça pour la société, donc on voulait avoir des résultats qui étaient éthiques et soutenus donc par la société. Et puis, comme on l'a dit, on ne fait pas ça juste pour mettre de l'argent sur de la recherche et innovation, mais pour à terme avoir un bénéfice aussi économique au niveau européen. Donc, l'idée, c'est de créer un marché pour une industrie de sécurité européenne compétitive. Donc, il faut qu'elle soit plus efficace grâce à la recherche et innovation, mais aussi qu'on verra que ce qu'on produit touche un marché. C'est-à-dire que si on produit des choses qui sont certes très, très innovantes, mais qui ne touchent pas un marché, c'est plus vraiment une innovation. Alors, je rappelle juste les orientations stratégiques, les impacts attendus. Donc, les 2 orientations, les Key Strategic Orientation, KSO, qui sont traités par le cluster 3, créer une société européenne plus résiliente, inclusive et démocratique. Donc, c'est un grand thème. Il y en a 4, comme je vous ai dit. Alors, il faut que cette société, il y a plein de menaces émergentes, on verra, et les autres destinations l'ont précisé fortement lors des autres webinaires. Et donc, il faut se préparer à ces différentes menaces. Par contre, il faut le faire tout en gardant une société européenne ouverte et démocratique
et quelque part, en se préservant, donc améliorer notre sécurité aux frontières, que ce soit terrestre, maritime, ou je rajouterais aérienne, voilà. Promouvoir une autonomie stratégique ouverte par le développement de technologies numériques. Alors, cet aspect d'autonomie stratégique est important. On le verra sur notamment les thématiques de cyber qui sont importantes et même sur la manière dont on va renforcer l'impact de la recherche et innovation. Il faut qu'on ait une autonomie par rapport à ça. Donc, les technologies numériques seront sécurisées et cybersécurisées doivent nous permettre d'avoir une certaine autonomie pour que l'Europe puisse développer son activité dans ces domaines sans trop de contraintes. Alors, juste un rappel rapide, les 6 destinations, comme vous pouvez le voir, il y en a qui ont des tailles un peu différentes. Donc cet appel 2022 représente un budget global de 190 millions d'euros. On va traiter aujourd'hui la thématique Resilient Infrastructure, RI, donc la sécurité et la résilience des infrastructures, qui représente un petit budget, mais qui on va voir, qui permet de faire des choses intéressantes puisque les projets sont pas de petits projets. La cybersécurité, qui est un gros morceau, bien sûr. Et puis, le dernier sujet, qui est un sujet transverse de renforcement de la recherche et l'innovation en sécurité, qui représente 5% du budget. Alors, juste pour que on a un peu de temps, puisque les deadlines, enfin les remises d'offres doivent se faire, de propositions doivent se faire pour le 16 novembre pour la thématique cybersécurité et pour le 23 novembre pour le SSRI et RI et les autres DRS, PM et FCT. J'ai voulu rajouter cette planche pour que vous voyez un petit peu, de manière un peu générale, les destinations et domaines des appels. Allô? Oui, allô? Non, j'ai l'impression que quelqu'un a laissé son micro ouvert, mais je le... Bonjour. C'est quelqu'un qui vient de rejoindre par téléphone, en fait. Très bien. Voilà. Très bien. Je coupe le micro. Voilà. Donc on a une représentation sur cette planche un peu générale de toutes les destinations du cluster 3. Et donc, on va se focaliser aujourd'hui sur la destination RI, IC et SSRI. Alors, là, vous avez aussi une description des sous-domaines qui sont donc les sous-thématiques de ces destinations dans lesquelles vous aurez des appels. Voilà. Donc on voit qu'il y a une complémentarité parce que tous ces sous-domaines sont traités sur 21-22, mais 22 en l'occurrence ne traite que les boîtes rouges. Alors vous voyez là sur ce petit dessin que SSRI traite de tous les sujets et en fait il y a une vraie continuité entre 2021 et 2022. Ça on le verra un petit peu plus tard. Alors pour résumer, il y a aussi cette planche avec les liens, comme ça vous avez les liens directs sur les propositions qui illustrent en utilisant le code couleur que je vous ai présenté précédemment. Donc sur la destination RI, Resilient Infrastructure, qui est dénommée infra dans la nomenclature des calls, des appels, des topics, vous avez une RIA et une IA. Sur Increased Cybersecurity, vous avez 3 IA et une IA. Et puis, vous voyez effectivement que sur SSRI, vous avez surtout des CSA, mais aussi une RIA, donc avec quelque chose de très concret, enfin une recherche et innovation actions sur cette thématique, mais qui va porter sur la social innovation. On en parlera en détail après. Juste maintenant, on va attaquer justement la description de chacun de ces sujets, donc de ces topics dans la nomenclature européenne. On a essayé, donc là vous avez une présentation qui va être synthétique, donc forcément incomplète, mais on a essayé de rassembler sur une même fiche les informations qu'on considérait importantes. Donc vous avez en haut à droite une description de la nature du projet avec le code couleur aussi qui vous rappelle que c'est une RIA, mais vous avez mentionné que c'est une RIA.
En l'occurrence, ici, il y a un point d'interrogation sur le TRL parce qu'il n'est pas explicitement indiqué dans le call, mais on peut imaginer que comme c'est une RIA, il soit autour de 4-5. Vous avez le fait que un budget attendu pour un projet est de l'ordre de 5 millions d'euros et le fait qu'ici qu'un seul projet est attendu et sera sélectionné sur cette thématique. Vous avez aussi en haut un petit lien sur l'autre cluster qui, en l'occurrence sur cette fiche, peut être en synergie sur cette thématique. Vous avez donc la description, une petite synthèse du sujet et des sorties attendues, et puis surtout quelques points importants qu'on a essayé d'identifier qui nous semblent qu'il faut absolument traiter dans votre réponse. De même qu'une description sur le consortium des contraintes, qui sont souvent des contraintes d'éligibilité, voire des informations qui sont des recommandations, mais qu'on sait, quand c'est recommandé par la commission, c'est fortement attendu presque. On a essayé de vous rajouter en dessous quelques liens. Donc, c'est des ressources qu'on considère utiles, qui peuvent vous aider à faire des liens avec des projets passés qui traitaient peu ou prou, mais on a essayé d'être le plus proche possible, ces thématiques pour vous aider à la fois à avoir cette historique, parce que c'est important dans le projet d'indiquer cette historique, mais d'autre part à identifier éventuellement les consortiums qui ont gagné, donc les partenaires avec qui vous pouvez éventuellement rentrer en relation si vous le souhaitez, puisqu'ils ont traité ces thématiques dans le passé. Voilà, donc ça c'est un élément supplémentaire qu'on a essayé de remplir. Alors c'est quelque chose qui devrait être même mis à jour au fur et à mesure, puisqu'on sent bien que dans les topics et les liens qu'on a fait, il y aura certainement pas mal de liens à faire aussi sur le call 2021, puisque comme je vous l'ai dit, il y a le programme sur certaines thématiques, il y a une continuité ou une complémentarité. Donc c'est toujours bon de savoir qu'est-ce qui a été fait avant. Donc on essaiera de mettre à jour les liens sur les réponses 2021. Est-ce qu'il y a des questions? Là, je parle depuis un petit moment. On va attaquer maintenant directement les présentations. J'étais peut-être très long sur ça. Est-ce que vous avez un commentaire, une question? Tout le monde est coupé. Non, j'ai pas coupé tout le monde. Hein. Je laisse quand même les gens s'exprimer. Non, merci Frédéric, c'était très clair. Si effectivement il y a des questions, n'hésitez pas à vous manifester, soit dans le chat, soit en prenant le micro, aucun problème. Ok, bon, on attaque la présentation Resilient Infrastructure, donc infrastructure résiliente. Alors comme je vous l'ai dit, il y a deux appels, une RIA, une IA. Un budget total de 11 millions, ça fait des projets en moyenne 5-6 millions. Il n'y aura que 2 lauréats, donc un pour 2 appels, donc un sélectionné par appel. Et puis on a rajouté ici, vous verrez pour les autres thématiques aussi, le fait qu'il est recommandé sur un des appels à projets une coopération internationale, de bénéficier de capacités, de connaissances et d'expertise internationale sur ce projet-là. On verra que ce n'est pas le cas sur toutes les destinations, donc voilà, on a présenté ça. Alors, j'ai rappelé juste que ça vient d'où ça vient. Cette destination est traitée, elle est issue donc de la description dans le stratégique plan, dans le plan stratégique du cluster 3 qui lui-même traite d'un certain nombre d'impacts attendus, et dans un de ces impacts, on traite les problématiques des infrastructures, les menaces sur les infrastructures. Alors les défis, c'est effectivement d'assurer la résilience des grandes infrastructures qui sont de plus en plus interconnectées, en assurant leurs fonctions, les fonctions qu'elles remplissent pour la société et qui sont vitales pour la société, en particulier compte tenu des attaques qui sont de plus en plus complexes. On a vu la référence aux pandémies, mais on verra qu'il y a, notamment il y avait dans le code 21, mais c'est quelque chose qu'il faut garder, les menaces hybrides ou diverses et variées qu'il faudra prendre en compte. Donc, bien sûr, la résilience, se protéger le plus possible,
avec une capacité d'autonomie. Hein. La protection passe aussi par le fait qu'on peut être complètement isolé, il faut qu'on puisse se protéger par soi-même. Et puis, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits dans les villes, pour les villes intelligentes et plus sûres. Donc, si on peut bénéficier de toutes les connaissances et les savoirs acquis dans la protection des infrastructures, par ce qui a été fait aussi dans les villes intelligentes, ça sera tout bénéfice. On verra qu'il y a un lien, et il y a un transfert de savoir qui est dans un des projets. Les impacts attendus de la destination, donc je l'ai appelée infra puisqu'elle est dénommée comme ça dans les titres dans les références des calls. C'est une prévention, une préparation, une réponse plus puissante. Alors puissante, c'est au sens efficace, plus rapide, enfin de tous les aspects qu'on peut imaginer pour une prévention, une préparation et une meilleure réponse. Une meilleure compréhension des aspects humains, sociétaux et technologiques connexes, parce qu'on sent bien que la technologie, elle est opérée il y a une interaction entre les technologies et la société et les personnes, donc comprendre mieux ces interactions et en profiter ou faire en sorte que ça n'ait pas un impact sur le fonctionnement, c'est fondamental. On l'a vu dans les accidents passés, donc c'est clé dans la sécurité d'une infrastructure. Et puis le développement de capacités de pointe pour les opérateurs d'infrastructure. Donc là, c'est du très concret. On veut des capacités et on veut que les opérateurs d'infrastructure aient les meilleures capacités possibles pour rendre leurs infrastructures les plus résilientes possibles. Donc, premier appel. Ah, je vois qu'il y a une question sur les aspects climatiques. Alors attendez, je l'ai juste vu. Alors, je pense à revérifier, mais quand on parle justement des menaces complexes et diverses, je pense que la prise en compte du changement, de la résilience au changement climatique paraît importante. Maintenant, à vérifier si c'est effectivement dans le texte, mais ça me paraît dans l'esprit du call, sans avoir éventuellement en tête exactement le wording, la manière dont le texte est décrit. On verra maintenant sur la description de chacun des projets, il est possible que cette thématique du changement climatique soit au cœur de chacun de ces thèmes. Là, on va voir que le premier sujet, comme il traite de Nature-Based Solution Integrated to Protect Local Infrastructure. Donc, en fait, on va essayer de s'inspirer de la nature, de comprendre, d'étendre la connaissance qu'on a sur des solutions qui sont basées sur la nature et comment la nature se préserve justement de la chaleur, de risques, de menaces naturelles, comment les systèmes, les écosystèmes. Donc on est sur du biomimétisme ici, plutôt. Comment ils fonctionnent pour justement utiliser cette connaissance pour améliorer la résilience des infrastructures dans les villes contre des risques divers. Donc on comprend bien que cette connaissance de la nature, elle est quand même liée à la manière dont la nature réagit au changement climatique. Alors peut-être qu'on n'est pas sur les mêmes échelles, donc c'est qu'un point à regarder, mais l'impact est certainement de manière un peu similaire. Alors, donc, on est sur des stratégies d'adaptation de la protection des infrastructures basées sur l'exemple des écosystèmes naturels. Donc, c'est bien ce qu'on a dit. On veut aussi, c'est important, comprendre et profiter des connaissances locales et historiques qu'on peut avoir sur un environnement spécifique, savoir qu'une zone est inondée, qu'il y a eu des événements, que ça s'est produit, qu'il y a eu telle ou telle chose dans le passé, que ce soit depuis les Romains jusqu'à maintenant, ça peut être utile dans certains endroits et dans certains, avoir une meilleure connaissance locale et historique, pas uniquement du comportement de la nature, mais de ce qui a pu se passer à cet endroit-là. Et puis, bien sûr, profiter de ces connaissances approfondies. J'ai marqué biomimétisme, mais c'est un mot qui est un peu galvaudé, mais pour mieux comprendre et pour profiter de cette connaissance pour définir de nouveaux matériaux de construction plus durables et résistants. Alors, un point important, c'est
c'est que on veut, dans cet appel, que soit indiqué comment on implique les citoyens et la société civile avec les autorités publiques, les PME et les académiques. On veut vraiment que l'ensemble de la communauté, enfin ce qu'on appelle les stakeholders en anglais, soit partie prenante de cette proposition. Donc il faudra que les consortiums montrent comment ils impliquent l'ensemble de ces communautés. Et un point important, alors qu'on est sur une RIA, c'est pour ça qu'on l'a mentionné, on veut que les solutions développées puissent être testées en situation réelle par les autorités locales. Donc, c'est pas juste une proof of concept, on veut aller un peu plus loin pour avoir un test en situation réelle. Petite information complémentaire, mais qui sera générale, on verra de temps en temps indiqué. Si vous avez dans votre proposition, s'il paraît pertinent d'utiliser de l'information captée venant de l'espace, que ce soit pour se localiser, que ce soit pour observer donc du Galileo EGNOS ou du Copernicus, utiliser plutôt ces flottes-là, enfin ces constellations européennes, c'est plutôt recommandé. Voilà, on comprend pourquoi. Et puis, ne pas oublier que ça doit être mentionné dans ce projet, on peut être amené, puisqu'on est sur des sites qui peuvent être très critiques, des infrastructures critiques, qu'on peut être amené à manipuler des données sensibles et classifiées. Donc, il faudra démontrer comment on le fera dans ce projet. Alors, au minima, il faut 2 autorités publiques régionales ou locales. On comprend pourquoi, puisqu'à un moment donné, il faudra faire un test en situation réelle. Et 2 États membres de l'UE ou pays associés différents. La coopération, c'est pour ça, c'est sur ce thème-là qu'on parlait de coopération internationale, c'est que les NBS, enfin solutions basées nature, il y a un certain nombre de pays qui sont pionniers dans ces développements, du fait de leur structure, du fait de l'impact très fort et justement des conditions naturelles de leur environnement. Donc là, on a marqué impact climatique, c'est qu'effectivement, ça doit être indiqué dans le call. Donc, si on reprend la question initiale, au moins sur ce sujet, on a à prendre en compte l'impact climatique. Et puis, vous avez un certain nombre de liens sur des sujets qui s'y rapportaient ou qui étaient proches et qui peuvent vous permettre éventuellement d'identifier des partenaires ou des thématiques un peu similaires qui ont été traitées dans le passé. Frédéric, pardon, Oui. je me permets juste de compléter pour t'indiquer que je lis en même temps l'appel et j'ai répondu dans le chat qu'il y avait effectivement fait mention de l'adaptation au climat et qu'il était écrit Increasing Impact of Climate Change. Donc au fur et à mesure, je compléterai dans le chat s'il y a des questions. Merci beaucoup. Super. J'ai du mal à lire les deux. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est super, parfait. Merci beaucoup. Je tiens. Alors, on parle du deuxième. Je suis peut-être un peu lent, mais enfin, on en a encore quelques-uns, mais il vaut mieux les aborder sereinement. Alors, le deuxième sujet dont on a parlé, c'est effectivement l'autonomie dans la capacité à protéger des infrastructures. Alors, alors, juste un complément que j'ai oublié de mentionner, quand vous voyez une ligne résultat attendu, certains ou tous parmi. Donc, de temps en temps, vous voyez tous parmi, ou quelquefois certains ou tous. C'est-à-dire que dans l'appel, et vous allez voir dans certains projets, il y a une liste de résultats attendus qui est très longue, et soit vous aurez tous à les traiter. Donc, votre consortium devrait être suffisamment complémentaire avec des partenaires divers et variés qui permettront de traiter l'ensemble des résultats attendus. Soit vous aurez à en traiter qu'un petit nombre. Il n'y aura pas obligation de tous les traiter. Juste un conseil, plus vous en traiterez, mais bien sûr tout en étant cohérent pour que votre projet corresponde à une vision et une histoire cohérente, mieux ça sera. Mais sachez qu'il y a des calls où c'est même obligatoire de les traiter tous. Donc c'est indiqué en général
dans la fiche. Alors ici, c'est certains ou tous parmi. Donc, on protège les infrastructures, donc on a besoin de les surveiller, de détecter, d'avoir une réponse rapide et coordonnée autonome, basée sur des plans de continuité intégrés et qui seront bien à jour, puisque il faut s'assurer que c'est à jour, compte tenu de menaces différentes qui peuvent aussi évoluer, et puis surtout quand on sera en situation dégradée. Donc les situations autonomes, idéalement, doivent être déployées dans la durée ou être en place de manière permanente pour la détection, en particulier la décontamination chimique, biologique, radiologique, nucléaire. On n'a pas rajouté E parce que je pense que c'était pas mentionné dans le call. Et dans le call, ils ont rajouté la réponse aux pandémies pour les grandes infrastructures. Donc très large comme menace à devoir traiter de manière assez autonome. Bien sûr, pour cela, il est attendu une analyse systémique, donc penser le problème de manière un peu plus globale pour réduire les destructions potentielles des infrastructures. Donc cette approche systémique, elle revient dans quelques calls, mais là elle est explicite, je crois. Et puis on a aussi rajouté des menaces type classique, hein, mais maintenant il y a le mot rapide qui est rajouté, d'objets volants rapides, les petits drones étant de plus en plus efficaces, multiples, divers, j'imagine. Donc c'est assez large comme capacité à réagir de manière autonome face à un ensemble quand même important de menaces. Alors, comme on a des systèmes autonomes, donc robotisés dans le sens un peu, on a besoin par rapport à ça de s'assurer quand même que on fait ça de manière éthique et que notamment légale mais éthique pour utiliser au mieux ces systèmes autonomes. Donc c'est un point aussi qui sera important à mettre en avant. Donc c'est ce qui est important, mis dans les points importants. Il faut que la solution autonome et sécurisée soit éthique et respectueuse de la vie privée et qu'on puisse mettre en œuvre ces solutions autonomes, et c'est leur intérêt d'ailleurs, dans des zones où l'homme ne sera pas. Donc c'est pour ça qu'on veut des solutions autonomes, donc des zones contaminées, des zones inaccessibles, voilà. Et un élément qui est important, c'est que on veut pouvoir se prémunir de manière autonome à des attaques qui seraient intentionnelles. Là encore, on suggère, si vous avez besoin d'utiliser des systèmes d'observation ou de localisation externes à votre infrastructure, d'utiliser les systèmes européens. Donc, bien sûr, il y aura des liens avec la robotique avancée, l'IA, et enfin l'intelligence artificielle, les réparations autonomes. Donc, il y a plein de... cette thématique est quand même fortement liée aussi à des thématiques ICT ou digital ou numérique. Donc, on aurait peut-être pu mettre en haut une synergie avec le cluster 4 à identifier. Et là, pareil, il faut 2 opérateurs d'infrastructures critiques et 2 États membres de l'UE ou pays associés différents dans cette proposition. Là, des questions? Non. Alors, on a traité les 2 sujets de Resilient Infrastructure. Donc maintenant, un morceau important, puisqu'on va voir que le budget de cette thématique, et on comprend bien pourquoi, sur l'amélioration de la cybersécurité est important. Donc là, on a 4 appels. Donc vous voyez que le budget total représenté par ces 4 appels, ça représente 67,3 millions d'euros, donc répartis sur 4 appels. 14 lauréats, donc on le verra de manière un peu plus détaillée pour chacun. Ça veut dire que sur chacun des appels, il y a plusieurs lauréats qui seront sélectionnés. Donc en termes de compétition, c'est une bonne chose puisque ça multiplie d'autant les chances de succès.
sur cette thématique, on a une RIA et 3 IA, ce qui montre qu'on est vraiment dans des TRL plus élevés. On veut vraiment des choses un peu plus opérationnelles. Et puis, je l'ai gardé pour le mentionner, pour en dire un mot, le 0 appel à projet en coopération internationale. Alors, pourquoi? Parce qu'il est rappelé, on va le voir dans cette thématique, que ça fait partie de la souveraineté, ou du moins de l'autonomie, si on veut utiliser un mot plus simple, de l'autonomie de l'Europe, que d'avoir ses propres capacités dans un domaine aussi critique que la cybersécurité. Alors là encore, il est carrément identifié comme un impact attendu du plan stratégique, donc on sent bien que c'est critique. Et on a besoin de renforcer notre résilience aux cyberattaques. On parle maintenant de cyberdissuasion, de deterrence, qui soit efficace, mais on veut faire ça, bien sûr, dans l'esprit européen, c'est-à-dire en veillant à ce que la protection des données et la liberté des citoyens soient renforcées, donc problématique de vie privée et d'éthique. Donc on verra qu'il y a beaucoup de références à plein de textes européens qu'il faut prendre en compte, parce que on veut faire les choses dans un cadre que l'Europe s'est elle-même fixée par rapport à cette protection, cyberprotection. Donc le monde numérique, on veut l'aborder d'une manière un peu systématique, on va dire, ou de manière européenne par rapport au monde physique. Tant qu'à faire, autant le faire dès le départ le mieux possible. Alors, impact attendu de la destination cybersecurity. Cybersécurité accrue et environnement en ligne plus sûr, soutenant la protection des données et des réseaux. Donc, il y a cet aspect réseau qui est important, puisque on verra que notre monde cyber, il est connecté dans tous les sens, depuis le plus petit IoT jusqu'à une infrastructure majeure, critique. Mais tout ça dans le respect de la vie privée et de nos droits, des droits fondamentaux. Donc, l'idée, c'est de sécuriser l'ensemble, c'est-à-dire à la fois les services, les processus, les produits. On verra aussi qu'on va du hardware jusqu'au software et des méthodologies pour sécuriser vraiment l'ensemble de ce monde cyber. Et puis pour ça, il faut qu'on a comme objectif que nos infrastructures numériques qui sous-tendent un peu tout ce monde soient le plus robustes possible et capables de résister aux cyberattaques et aux menaces hybrides. Donc on va voir qu'il y a des aspects particuliers sur l'hybride. Voilà, donc on commence par le call CS0101 de 2022. Donc là, il y a 4 projets sur ce call. Donc ça veut dire que sur un même appel, il y aura 4 projets qui seront sélectionnés, chacun faisant entre 4 et 6 millions d'euros. On est sur des TRL assez élevés en sortie, puisque c'est une Innovation Action. Et là, le sujet, c'est de faire en sorte que la disponibilité des infrastructures IT, leur performance soit contrôlée et fiabilisée, et que ce soit garanti à tout moment pour répondre aux besoins parfois critiques et liés à la sécurité. Alors les besoins liés à la sécurité, ça veut dire qu'il faudra aussi penser à ce que si on met des systèmes, eux-mêmes soient fiables et n'introduisent pas de vulnérabilité dans la disponibilité de l'infrastructure. Alors, une meilleure préparation, les résultats attendus. Donc, c'est au moins 3 parmi tous, mais comme on l'a dit, si vous en avez un peu plus, c'est pas mal non plus, voire mieux. Alors, une meilleure préparation et résilience face à l'arrêt des infrastructures numériques en Europe. Bon, meilleure capacité organisationnelle et opérationnelle pour la sécurité des infrastructures digitales. Donc, on n'est pas que on est sur un aspect plus global pour traiter ce problème d'amélioration de la disponibilité des infrastructures. On veut aussi, parce que les décisions, on peut imaginer qu'on a à prendre, ont des coûts. On veut des preuves solides pour prendre nos décisions sur ce qui se passe. Mieux identifier les menaces pour mieux les prévoir. Et puis, bien sûr, on a compris que, et ce qui est attendu, c'est qu'il y en a besoin d'être
coordonner et de collaborer efficacement avec d'autres organismes nationaux européens pour pouvoir bien avoir les meilleures capacités. Effectivement, on obtiendra une capacité améliorée quand offrant une possibilité de réponse coordonnée avec les différents organismes qui peuvent intervenir sur cette capacité. Alors un point important, ce programme, enfin ce topic, pourra bénéficier de 20% de son financement dédié à des appels à contribution de tierces parties. Donc c'est ce qu'on appelle un cascade funding. Donc en gros, le projet aura un budget et 20% du budget qu'il recevra pourra être alloué à des tierces parties qui n'étaient pas membres du consortium, mais qui vont pouvoir apporter des solutions, des éléments spécifiques pour étendre le plus possible et avoir une solution la plus pertinente possible. Il faudra pouvoir démontrer la reproductibilité des solutions. En fait, il ne faut pas des solutions complètement ad hoc. Il faut qu'elles soient disponibles et éventuellement qu'on puisse les adapter facilement à différentes situations. Et puis bien sûr, mais je l'ai dit en entrée, mais là c'est explicite, il faut bien lire dans les appels, ce sera explicite sur certains, il faut bien se référer aux frameworks européens qui sont en place, donc ici le framework de certification de la cybersécurité de l'UE, et qui est établi dans le EU Cyber Security Act. Donc là c'est indiqué, vous verrez que dans les appels, il y a plusieurs moments où il indique les synergies à avoir avec les textes et les directives officielles et les actes et documents officiels de la Commission. Là, à minima, 3 organisations ou agences de premier secours d'au moins 3 États membres. On comprend bien qu'on est sur des sujets sensibles, donc il faudra qu'on sache traiter des informations sensibles et classifiées. Et puis, alors, c'est lié aussi à ce cascade funding, du fait que vous allouez 20% du budget pour des tierces parties avec un maxima de budget alloué à chacun, c'est-à-dire vous encouragez finalement la participation des PME et on comprend pourquoi, parce que vous voulez le plus de solutions possibles pour traiter ce problème. Quelques liens, vous regarderez ça, et il y en a certainement d'autres puisque c'est un sujet quand même au cœur. Et sur la cybersécurité, il faut regarder relativement large puisque les programmes étaient larges, étaient traités de cybersécurité en ICT, traités de cybersécurité en security, mais dans différents domaines. Donc il y a un passé de thématiques traitant de cela et de projets traitant de cela qui est important. Questions? Est-ce qu'il y a des questions? Bon, on continue. Donc là, après avoir regardé finalement comment rendre des infrastructures plus disponibles, ce que j'ai oublié de mentionner, je crois qu'il était mentionné que c'était, même si elles étaient hétérogènes, puisque c'était finalement les infrastructures existantes qu'on essayait de sécuriser, donc avec toute leur diversité et leur hétérogénéité. Ici, on va dans le dur, on essaie de définir des méthodes et de tester la sécurité des systèmes logiciels, matériels et logistiques. On essaie de prendre le problème au cœur, security by design, quelque part, en offrant des outils, un framework le plus complet possible pour pouvoir traiter de manière au cœur, on va dire, je ne sais pas comment le dire autrement, la cybersécurité, cybersecurity by design quelque part. Mais sur l'ensemble de la chaîne, donc un framework logiciel et matériel sécurisé global, incluant les méthodes, mais aussi donc on part du tout début, mais aussi les procédures d'audit éventuellement, l'environnement de codage, les données elles-mêmes, l'intégration des différents composants, les tests et vérifications, la certification, les contrôles d'accès aussi, et la mise à jour de tous ces logiciels et matériels, comment on fait ça de manière sécurisée. Donc un cadre complet
méthodologiques et il faudra certainement développer, et il est attendu des outils hybrides, agiles et à haute assurance. Donc là, on est vraiment dans le cœur et là encore, synergie avec le EU Cyber Security Act. Frédéric, pardon, oui, oui. Je vois une main levée de Marie Colago. Je ne sais pas si c'était pour le call précédent ou celui-ci. Oui, bonjour. Oui, effectivement, c'était une question simplement par rapport à la slide précédente. Alors, Qu'est-ce que signifiait la notion de premier d'agence organisation ou agence de premier secours? Excusez-moi, je ne savais pas ce que désignait cette terminologie. C'est une traduction française de First Responders. First Responders. Donc, voilà, premier secours, c'est premier niveau de. Donc c'est les entités police, pompiers, chez nous police, pompiers, SAMU, enfin premier secours, contrairement au second secours qui peuvent être la Croix-Rouge, les personnes de deuxième cercle, on va dire. Donc là, on parle vraiment des first responders, c'est juste une traduction du first responder. D'accord, merci beaucoup, merci. Ok, donc là c'était les méthodologies et ensuite on va encore un peu plus loin, c'est-à-dire que maintenant on veut anticiper ce qui va se passer quand les technologies quantiques vont être disponibles de manière un peu plus généralisée. Il faut quand même qu'on garantisse une cybersécurité donc post-quantique par une cryptographie résistante au quantum, donc aux ordinateurs quantiques qui à l'heure actuelle, sur certaines cryptographies, sont capables de décrypter et donc de rendre caduques ces protections mises en place à l'heure actuelle. Donc, on s'y prépare. Là, on anticipe l'avenir. Alors, ce qui est attendu, c'est au moins 3 parmi, mais on va voir que là, quand il n'y en a que 4, on peut imaginer que c'est l'ensemble. Mesurer, évaluer, standardiser, certifier une cryptographie à l'épreuve du temps. Donc, je ne sais pas pourquoi. Il a raccroché. Voilà. c'est bon, mais nos gens, je continue. Voilà. Combler les écarts entre les possibilités théoriques offertes par la cryptographie résistante quantique et ses implémentations pratiques. Donc on veut des choses, on veut savoir comment on peut implémenter de manière pratique ces cryptographies à l'épreuve du temps. Solutions et méthodes qui pourraient être utilisées pour migrer de la cryptographie actuelle vers une cryptographie évolutive. Bon, là, je vais faire un parallèle qui est un peu rapide, mais on peut imaginer qu'on est dans une situation un peu préparation au bug de l'an 2000. Donc, comment on fait pour migrer beaucoup de choses qu'on a mises en place déjà dans notre environnement en termes de sécurité, de cryptographie, alors qu'on sait qu'il est possible qu'il y ait un impact majeur qui se produise ou quelque chose qui rende caduque tout ce qu'on a fait. Donc, comment on fait évoluer nos cryptographies actuelles pour qu'elles soient plus évolutives. Et puis, préparation à l'échange et au traitement sécurisé des informations en cas d'attaque quantique à grande échelle. Donc, les attaques quantiques à grande échelle, on peut imaginer qu'elles se produiront plutôt par des États ou autres, mais il faut se préparer à voir comment on pourra traiter et sécuriser des informations en cas d'attaque de ce type. Important, il est mentionné qu'on souhaite des démonstrateurs pilotes. Donc on sent bien que ce ne sera pas avec en face des gros ordinateurs quantiques, ça restera certainement des démonstrateurs dans des cas d'utilisation pertinents. Hein, donc on veut démontrer les capacités de migration ou comment on peut faire évoluer, comment on migrera justement avec le parallèle de l'an 2000, comment on va faire ce passage de crypto actuelles vers des cryptos résistantes, résilientes au futur quantique de nos calculateurs. Là encore, c'est une IA, mais
on sent bien qu'on veut le maximum de solutions le plus vite possible, donc on fait appel à du cascade funding jusqu'à 20% du financement de l'EU, sachant que là c'est important puisque chaque tierce partie pourra avoir un budget de l'ordre de 300 kilos pour justement apporter des briques complémentaires et des solutions complémentaires au consortium. Alors là, bien sûr, il faut vraiment, puisqu'il y a beaucoup de travaux sur le quantique, il faut s'appuyer énormément sur à la fois les premiers projets qui ont pu être faits sur ces thématiques dans H120, mais aussi tout l'écosystème européen sur le quantique. Donc, vous voyez, NIST, Post-Quantum Cryptography Competition, ETSI, OpenQKD et EuroQCI, projet européen H2020. Et donc, ce qui étant mentionné, c'est que là, on aura besoin de faire intervenir des disciplines diverses, hein, puisqu'on est quand même sur des sujets très scientifiques, mais on est sur une IA, donc on veut des choses, des démonstrateurs pilotes, mais on doit faire intervenir des disciplines comme les mathématiques, la physique, electrical engineering, je crois, c'est même indiqué dans le call. Et comme c'est sensible, on veut uniquement, et ça se comprend, des entités des États membres et des pays associés. Donc, aucun partenaire venant d'autres pays ne pourra participer à ce projet et on aura à manipuler certainement des données classifiées ou du moins sensibles, puisqu'on est sur des sujets qui sont d'autonomie et de souveraineté, avec l'envie de bénéficier au maximum de l'écosystème des PME et de leur agilité dans ce domaine. Donc c'est vraiment encouragé de faire participer plein de PME, notamment lors du cascade funding. Mais aussi, je pense, ce sera bien vu qu'il soit qu'il y en ait pas mal dans le consortium. Oui, je vois, les projets orientés défense sont-ils attendus en réponse à ce call? Alors, je ne sais plus si c'est dans celui-là, mais on sent bien que sur certaines thématiques, il y a des liens entre ce qui va se passer, ce qui se passe dans le Fonds européen de défense, enfin l'école défense, et il y a des synergies, des complémentarités. Là, on reste sur un programme civil, hein, Horizon Europe, mais je pense que c'est des domaines qui sont suffisamment amont et critiques pour que quelque part, il y ait des intérêts communs, que ce soit au niveau défense ou au niveau civil. Maintenant, est-ce que des projets orientés de défense sont attendus en réponse à ce call? Alors, je n'ai pas bien compris si c'était défense ou si c'était défense par rapport à des attaques. Donc, on fait de la cyber-défense ou est-ce que c'est défense au sens militaire? Voilà, peut-être qu'il faudra réaborder le sujet. D'accord, donc oui, de toute manière, le programme FED est aussi un programme public, donc vous pouvez vous inspirer et regarder quels sont les calls qui peuvent être complémentaires et les synergies qu'il pourrait y avoir. Ok, dernier call de la... Est-ce que je peux apporter un petit complément là pour dire vraiment très très fermement, hein, il ne faut pas de coloration défense dans le programme civil, hein, mais vraiment pas du tout. Ça peut vous être reproché, ça peut causer une évaluation à l'échec. Voilà, ouais. Donc c'est vraiment civil, pas de dual, pas de défense dans le programme sécurité civile. Ok. Voilà. Par contre, avoir une connaissance justement de ce qui peut être fait dans le programme défense peut vous amener à vous focaliser sur les sujets bien civils. Oui, tout à fait. Oui. Après, une connaissance est toujours très utile et savoir comment ça se départage. Mais surtout, quand vous répondez à un programme sécurité civile Horizon Europe, ne mettez pas de coloration, même du dual. Très bien, merci Jérôme. Alors, sur le dernier des 4 appels, donc là encore 4 projets, une IA jusqu'à un TRL7,
Là, on est sur la notion de certification et d'assurance. Donc, assurance et certification de sécurité intelligente et quantifiable partagée dans toute l'Europe. On sent bien que la problématique, c'est qu'on va avoir plein de systèmes divers et variés, et il faut disposer d'outils, de procédures applicables pour l'évaluation qui peut être partielle, qu'il faut faire éventuellement en continu, et éventuellement pouvoir recertifier à la fois les produits, les services et les processus en place. Donc il faut avoir des procédures vraiment agiles, entre guillemets, d'évaluation et de certification. Alors, on veut aussi pouvoir trouver des manières de réduire le temps et les efforts pour recertifier, certifier les produits, puisque là on est sur la certification protection cyber des produits, services et processus. On est dans un monde qui évolue très vite, les produits eux-mêmes évoluent, les normes éventuellement de certification peuvent évoluer, donc comment on fait pour que ça ne coûte pas un coût énorme que de certifier ou recertifier, et que les efforts et le temps nécessaires soient le plus limités possible. Ça passera certainement par l'amélioration de la collaboration entre les différents acteurs, que ce soit les fabricants, les utilisateurs finaux, les États membres eux-mêmes qui régulent sur les informations de certification de cybersécurité. Donc là, on est au cœur de la certification et de cette recertification efficace. Et puis, ça passera aussi certainement par la capacité à réutiliser de manière efficace les informations et les preuves pertinentes pour la certification et la réutilisation multiprogramme. Alors, finalement, on parle de l'intégration de la certification sur l'ensemble du processus de modélisation, de test et de vérification des systèmes. Et puis, il y a cette notion d'assurance. On est au niveau européen. Si on veut que ça fonctionne, il faut avoir des normes et qu'on applique à peu près des approches un peu similaires partout en Europe. Donc, comment on arrive à comparer les différentes déclarations d'assurance, des programmes de certification et des normes pour faire en sorte qu'on ait quelque chose d'à peu près cohérent au niveau européen. Ça passera par la mise en œuvre d'installations de tests et de simulations qu'on doit faire progresser pour faire cette analyse d'incidents et des menaces. Et on parle du Digital Twin, donc d'où le lien, vous voyez en haut, de synergie avec CL4. Et comme nos systèmes, nos services, tout ça, à terme, on aura beaucoup de modélisation numérique de tout, donc on aura des Digital Twin. Comment on peut faire en sorte que grâce à ces Digital Twin, on puisse de manière continue faire une évaluation des cyber vulnérabilités, on va dire, et qu'on puisse intégrer facilement de nouvelles solutions. Donc, sur les points importants, on revient sur le EU Cyber Security Act, bien sûr, mais il faut s'aligner avec un ensemble d'assets, de capacités ou de réseaux, de centres nationaux de coordination, de centres de compétences en cybersécurité. Parce qu'on le voit bien, ce programme, il se veut très européen. C'est-à-dire que il faudra faire intervenir et s'aligner vraiment sur ce qui est en place en termes de documentation, de guide sur la cybersécurité au niveau européen. On est au cœur de la certification, donc besoin d'avoir des informations sur les produits, sur les services, sur les processus, donc forcément il faudra pouvoir manipuler des informations classifiées et sensibles, que ce soit aussi au niveau des infrastructures de test. Voilà. Alors,
Est-ce que vous avez des questions? Et on aborde le tout dernier. C'est un peu long, je suis désolé, parce que celui-là, il va être le tout dernier qui est sur justement la mise en œuvre de comment on fait pour que la recherche et l'innovation en sécurité soit le plus renforcée possible, hein, et qu'on puisse en bénéficier au maximum. Donc il y a 4 appels, 6 lauréats. Donc sur un ou deux de ces appels, il y a la possibilité d'avoir 2 lauréats. Une RIA et 3 CSA, donc comme on avait dit, c'est des mesures d'accompagnement, les CSA. Il n'y a pas de coopération internationale, on en a parlé avant en disant que c'est quand même un sujet de souveraineté, comment on fait pour bénéficier au mieux et faire bénéficier notre industrie et notre compétitivité des bons mécanismes pour exploiter au mieux la recherche et l'innovation de sécurité. Et puis là, par contre, comme on est sur des sujets transverses et cross-thématiques qui font intervenir la société, on verra que l'acceptabilité de la sécurité est au cœur du développement et de l'exploitation de tout ce qu'on peut faire en RI, en recherche et innovation sur la sécurité. Les sciences humaines et sociales, leur rôle est fortement attendu sur les 4 appels à projets. Les défis: éviter les préjugés sectoriels et briser les silos et la fragmentation du marché qui entraîne la prolifération de solutions de sécurité commune. Donc effectivement, à l'heure actuelle, on l'a vu, hein, l'investissement qui a été fait sur la recherche et innovation en sécurité depuis 2004, hein, le Preparatory Action on Security Research avant le FP7, il y a eu pas mal d'argent, mais est-ce que ça a vraiment été aussi bénéfique qu'on l'aurait espéré? Certainement pas, puisque il y a beaucoup de silos, il y a une fragmentation du marché, donc il faut arriver à casser tout ça pour rendre cette RI plus performante et pour faire en sorte qu'il y ait des capacités de sécurité qui soient vraiment utilisables et utilisées par les praticiens de la sécurité et utilisateurs finaux. Donc on revient là au principe même de cet appel qui est basé sur les capacités. Donc le rôle des praticiens de la sécurité et des utilisateurs finaux est fondamental. On va le voir dans tous ces appels. Ce qu'on attend de cette destination, c'est de générer des connaissances et de la valeur ajoutée dans des domaines transversaux, puisque là on est on n'est plus sur des thématiques first fight against terrorism and crime. On n'est plus non plus sur des RS, on n'est pas sur une thématique verticale, mais on est vraiment sur l'ensemble de la problématique de recherche en innovation, en sécurité. Soutenir l'adoption de l'innovation et les stratégies de mise sur le marché. Donc là aussi, on veut faire en sorte que on ne s'arrête pas juste à un résultat de recherche et innovation, mais qu'on aille vraiment vers une industrialisation, une commercialisation et un déploiement accru des résultats. Donc il faut être proche du marché, identifier ce marché. Ce marché, il existera si on profite bien de ce mouvement, notamment d'innovation sociale acceptable ou durable, je ne sais pas comment il faut le dire, et faire en sorte que les technologies de la sécurité s'insèrent aussi dans cette innovation sociale. Alors, premier appel, on est sur de la prospective ici. Donc, il faut mieux planifier les capacités finalement. Si on est capable d'identifier ce dont on a besoin de manière beaucoup plus claire et efficace, ça sera d'autant plus facile de faire en sorte on le verra dans l'appel suivant, que les recherches et innovations proposées soient compatibles avec ces attentes. Donc pour ça, il faut faire un peu de foresight, de prévision, de prospective sur justement les besoins en termes de capacité pour la sécurité. Donc un pilotage anticipé de l'évolution prévisible des technologies liées à la sécurité. C'est compliqué parce que ça évolue vite, mais il faut anticiper. Donc un cadre de prospective commune pour la sécurité civile de l'UE avec un modèle scientifique solide qui relie les technologies futures à leur utilisation future.
Donc on veut à la fois une approche qualitative, mais on veut aussi une approche quantitative, d'où ce besoin d'un cadre de prospective qui soit solide, avec un modèle scientifique solide. Et puis, on va vers il est demandé d'avoir une approche de research as a service, c'est-à-dire comment on fait pour que cette recherche et innovation soit vraiment bien au service des attentes, des besoins de capacités futures. Donc bien sûr, là, c'est une implication forte avec tous les organismes qui sont à la manœuvre en termes d'utilisateurs ou de stakeholders, d'utilisateurs, on va dire, hein, de first responders ou autres. Donc en particulier tous les groupes type Frontex, mais aussi le réseau CERIS, les institutions comme européennes comme le JRC, l'EDA, ou moins européennes comme Interpol, mais UNIDO. Et puis, on va s'appuyer parce que ce genre de proposition ou d'appel a été déjà présent dans H2020. On va s'appuyer sur les projets existants et les réseaux de praticiens qui ont pu être financés dans le cadre de ces programmes. Alors là, je fais un tout petit aparté en disant qu'il faut, sur SSRI, vous allez voir les 4 projets sont pratiquement en continuité ou en complémentarité des 4 projets de 2021. Donc le programme aussi Horizon Europe de SSRI 2021 est à regarder de près. Voilà, je vais essayer d'accélérer. Là, on est sur le deuxième, donc une fois qu'on a bien compris les besoins futurs, on va essayer je vais peut-être pas lire tout en détail, on va essayer de construire un réseau de connaissances qui va bien collecter, agréger, traiter, disséminer, exploiter les connaissances existantes pour mieux programmer la recherche et innovation en sécurité. Donc, si on sait quels sont les besoins, on peut s'organiser en réseau justement et en prenant en compte toutes les dimensions pour bien planifier les programmes de recherche. On peut dire qu'est-ce qu'il faut faire en termes de recherche et innovation en sécurité. Donc vous le verrez, là on s'appuiera toujours dans les points importants sur les cadres qui existent, que ce soit l'Union Civil Protection Knowledge Network, le CERIS et l'Europol. Donc c'est des sources d'informations et de réseaux, mais on va là encore, et je mets l'accent dessus simplement, c'est un projet dans lequel on pourra faire du cascade funding jusqu'à 25% du budget. Donc là c'est des budgets un petit peu plus petits puisqu'on est sur une CSA dont le budget total sera financé sera de l'ordre de 2 millions d'euros, mais déjà 25% de ce budget pourrait être alloué à des tierces parties en cascade funding jusqu'à 60 kilos par partie. Donc on construit un réseau, mais on a aussi des moyens d'aller éventuellement financer des liens avec d'autres réseaux et d'autres choses. Donc c'est assez important de mentionner ça, et c'est tout à fait complémentaire. Ce call-là est complémentaire du call de 2021. Comme vous le voyez dans le consortium, il y a 2 options. Donc le réseau que vous constituerez dans ce projet devra traiter soit de l'option A, donc des thématiques DRS, soit de l'option B, des thématiques FCT. Et en 2021, je pense qu'il y avait la thématique CS et infra ou Resilient Infrastructure qui était traitée. Donc là, un point important, il faut une contribution effective des sciences humaines et sociales. Et il est à un moment donné mentionné que la connaissance, et c'est l'objet de ces constitutions de réseaux de connaissances, c'est de la connaissance du passé, donc en particulier tous les projets sécurité passée est très importante. Donc trouver des relais, trouver des moyens de récupérer cette connaissance fait partie de ce projet. Alors, j'en ai sauté un peut-être. Ah oui, voilà. Alors celui-là c'est important aussi, puisque là, une fois qu'on
qu'on a identifié les besoins qui vont se présenter, qu'on s'est organisé pour bien planifier les bonnes recherches et innovations, il faut trouver un moyen de faciliter la pré-commercialisation ou l'achat à terme de ces innovations pour augmenter leur adoption. Donc ça passera par une action préparatoire pour l'action d'approvisionnement pré-commercial par des utilisateurs et acheteurs publics de plusieurs pays. Alors un point qui est important, parce que je ne vais pas décrire peut-être tout, c'est de soumettre une proposition à un appel ouvert pour une action PCP, donc qui va continuer, qui va suivre le pré-procurement proposition de suivi dans le cluster 3. Il va exister, alors c'est à confirmer, mais c'est mentionné dans le call, donc ça veut dire que c'est planifié, peut-être que Géraud pourra nous le confirmer, mais ou au moins indiquer si ça sera à terme dans 2023-2024. Il y aura des appels ouverts qui solliciteront une suite finalement à cette proposition via une action PCP pour aller vers du vrai pré-procurement. Donc là, on fait finalement une action de préparation à ce pré-commercial procurement. Et c'est un point important. Donc ça veut dire qu'il faut se placer dans cette démarche plus long terme, éventuellement dans la durée, et s'organiser pour être bien placé pour faire cette proposition ouverte. Voilà, bien sûr, les SHS sont aussi mentionnés comme nécessaires. On pourra peut-être en parler lors des questions, mais j'arrive à la fin déjà. Donc je vais finir par le dernier, qui est donc cette RIA. Donc on est dans les SSRI, mais on a une Research Innovation Action. Donc plutôt amont. Pardon. Ouais, tu m'as interpellé. Oui, je t'ai interpellé, désolé, je t'ai coupé. Or, je ne t'ai même pas coupé, je ne t'ai même pas donné la parole. Donc, non, j'étais en train de faire un peu de computing. Donc oui, je vois bien une suite en 2023. Hein. Bon. Il faut que je regarde plus en détail. Mais Open Grants for Pre-Commercial Procurement of Innovative Security Technologies. Donc oui, ça va bien continuer. Oui, et c'est explicite dans la description de ce projet. Donc là, on s'inscrit dans la durée et on se prépare finalement à ce PCP dans ce call. Et pardon, juste, tu l'as certainement dit, Frédéric, mais c'est un projet qui doit durer maximum 1 an. Voilà, clairement indiqué. Pardon, voilà. Oui, j'ai mal, j'ai pas. Non, je crois que tu l'avais dit, mais c'était juste. Je réalise le temps et je suis un peu. Non, mais il n'y a aucun problème. Il y a aucun problème. On a juste exposé le temps, oui. Bon. Pas de problème. Je finis juste avec donc cette RIA. Donc là, on est sur pas juste une mesure d'accompagnement, pas une CSA, mais une RIA. Donc on veut des résultats de recherche. Donc sur comment profiter de tout cet environnement d'innovation sociale pour que finalement les connaissances transversales et les productions de valeur pour des solutions de sécurité soit en fait implique le plus possible en co-création les citoyens et les communautés locales. Donc on veut impliquer les citoyens et les communautés locales pour pouvoir créer des innovations qui vont être acceptées par la société. Donc là, on est au cœur de cette innovation sociale, d'où le lien avec des projets passés sur l'innovation sociale. Donc, on a besoin, si on veut que l'innovation et la recherche soient acceptées par la société, il faut impliquer la communauté des citoyens et les communautés locales dans cette co-création. Et c'est l'objet de cette proposition. Là encore, cascade funding important et des liens sur des programmes en cours, donc sur Civil Society Empowerment Programme, on comprend, Science with and for Society, c'est au cœur, et puis Digital Europe Programme, puisque tout ça se fait dans un monde qu'on veut de plus en plus digital, donc il faut impliquer, voir comment impliquer au mieux. Ça peut passer par une application pour les citoyens, ça peut passer par plein de choses. Comment on implique au mieux les citoyens et les collectivités locales et les communautés locales pour qu'ils adhèrent et qu'on ait une société qui accepte
les solutions de recherche et innovation en sécurité. Et qu'effectivement, le dernier point, qu'il y ait une confiance de la société dans les produits de recherche en sécurité, leur utilité souhaitée et leur acceptabilité sociale. Donc c'est vraiment au cœur de ce sujet, avec bien sûr, là, à ce moment-là, un support important, mais qui est mentionné, effectif des sciences humaines et sociales, et un projet qui se veut multidisciplinaire. Maximum 4 ans, donc ça peut être assez long, mais c'est ambitieux. Et des cascades funding pour pouvoir aller chercher tous les bons outils possibles pour supporter cette RIA. Voilà, j'ai été un peu long, désolé. Non, merci Frédéric, c'était très clair, merci beaucoup. Alors, du coup, on va passer au témoignage, c'est un peu tardif, mais de Noémie Tomaso, d'Ariadnex. Est-ce que Noémie est là? Oui, je suis là. Parfait. Donc, le mieux, c'est que vous preniez la main. Parfait, je vais partager mon écran du coup. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Très bien. Parfait. Merci. Du coup, merci déjà de me donner la possibilité de faire ce témoignage. Donc, pour me présenter en 2 mots, je suis Noémie Tomaso et je suis responsable des projets collaboratifs au sein de la compagnie Ariadnext, qui est donc une entreprise française basée à Rennes. Et donc, on a obtenu récemment un projet H2020. Et donc, l'idée de cette présentation, c'est un peu de faire notre retour d'expérience sur ce projet. Donc, juste très brièvement pour présenter un peu l'entreprise et le projet. Donc, Ariadnext, c'est une entreprise qui a aujourd'hui un peu plus de 115 employés, avec 300 clients qui sont principalement basés en Union européenne. Depuis sa création en 2010, on est très tourné vers l'innovation. On a 60% de notre masse salariale qui travaille en R&D. Et on a déjà, depuis plusieurs années, l'expérience de projets collaboratifs. Donc, dans le passé, plutôt à l'échelle régionale ou française, mais du coup, récemment, à l'échelle européenne. Donc, notre cœur d'expertise, en 2 mots, c'est la vérification d'identité à distance et l'identité numérique. Donc, principalement, on fait de la recherche sur tout ce qui est lié à des thématiques d'intelligence artificielle et de machine learning appliquées à ces domaines. Donc, dans nos solutions qui s'adressent donc à des entreprises telles que les banques, les assurances, les jeux en ligne qui ont besoin de vérifier l'identité de leurs clients au moment où ils cherchent à accéder à leurs services. On va donc avoir 3 étapes dans nos produits. Le premier, ça va être de vérifier le document d'identité fourni par le client. Donc, de bien vérifier qu'il s'agit d'un document authentique et d'en extraire les informations. Ensuite, on va avoir une étape de reconnaissance faciale entre la photo qui est présente sur le document et un selfie de la personne. Et enfin, on a une étape de détection du vivant qui permet de vérifier que la personne est bien présente physiquement et qu'on n'est pas face au rejet d'une vidéo d'une autre personne. Donc, on a obtenu récemment un projet européen donc, qui s'appelle Sotaria, User Friendly Digital Secured Personal Data and Privacy Platform. C'est donc un projet qui comporte 13 partenaires de 8 pays européens différents, qui est coordonné par Ariadnext et donc qui était en réponse à l'appel à projet Digital Security and Privacy for Citizens and Small and Medium Enterprise and Micro Enterprises. Donc nous, on s'est focalisé. Donc en fait, dans cet appel à projet, il y avait un peu deux parties. D'un côté, les citoyens, de l'autre côté, les entreprises. Il fallait choisir un axe d'attaque. Donc nous, on a choisi la partie citoyen. Donc notre projet est vraiment à destination des citoyens. Et c'est donc une Innovation Action. Donc le projet a commencé début octobre, donc c'est encore relativement récent, et il doit durer 3 ans, donc jusqu'à fin septembre 2024. Donc c'est un projet qui, au total, a un financement d'à peu près 5 millions d'euros. Et pour Ariadnext, on a un peu plus de 1 million d'euros. Donc, sachant qu'en tant qu'entreprise, on est financé à 70%. Donc, je mentionne ces chiffres pour que vous puissiez voir un peu l'intérêt pour une entreprise aussi de participer à ce type de projet. Ça permet d'avoir des financements vraiment conséquents de votre recherche.
Donc, Sotaria, de quoi ça parle très, très brièvement? Donc, l'idée, c'est vraiment de construire une plateforme à destination des citoyens européens pour leur permettre de manager, de contrôler et protéger leurs données personnelles. Donc, en s'appuyant sur 3 piliers. Le premier, c'est donc une approche de co-construction avec les citoyens qui sont vraiment impliqués à toutes les étapes de la construction de la plateforme. Le deuxième, c'est une identification forte pour sécuriser l'accès à la plateforme, dans lequel ARIMNext est particulièrement impliqué. Et le troisième pilier, c'est tout ce qui touche à la protection de la vie privée et vraiment pouvoir garantir la sécurité des données qui sont stockées sur la plateforme. Donc, si on rentre plus en détail dans le montage du projet et pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix de participer à ce type de projet. Donc déjà, pourquoi est-ce que ARIMNext s'est intéressé au projet européen et au projet collaboratif en général. Donc, sur ce projet précis, l'appel à projet était vraiment tout à fait aligné avec les intérêts de l'entreprise. C'était lié d'une certaine façon à tout ce qui touche à l'identité numérique, qui est vraiment un des enjeux majeurs pour l'entreprise actuellement. Donc, en fait, c'est finalement de la recherche qui aurait probablement été faite au sein d'ARIMNext. Et donc, le faire dans le contexte d'un projet européen permet d'une part d'avoir des financements pour cette recherche, des financements conséquents et qui peuvent permettre de faire de la recherche à une visée un peu plus long terme, un peu plus en profondeur que la recherche qu'on peut faire simplement au quotidien. Et puis, faire cette recherche dans un cadre de projet collaboratif, ça permet de bénéficier aussi des expertises des autres partenaires, des autres laboratoires et entreprises qui font partie du projet. Donc, à la fois pour bénéficier, pour accroître notre expertise à nous, en collaborant avec des laboratoires et des entreprises qui vont avoir des expertises relativement proches, et donc pouvoir développer des solutions qui vont être plus abouties. Mais ça permet aussi de pouvoir bénéficier de l'expertise, d'autres expertises qu'on n'a pas du tout au sein de l'entreprise et qui vont nous permettre, in fine, de construire des produits qui vont être beaucoup plus innovants et beaucoup plus intéressants pour le marché que ce qu'on aurait fait tout seul. Et puis, enfin, c'est aussi un moyen d'avoir accès vraiment au marché européen. Dans Sotaria, on a plusieurs end-users qui donc vont nous permettre d'une certaine façon d'accéder à un marché peut-être plus ouvert que celui auquel on a accès maintenant. Donc, on a fait le choix pour ce projet-là de se placer en tant que coordinateur. Donc, l'idée, bien sûr, ça demande beaucoup plus d'investissement à tous les niveaux que d'être simple partenaire. L'avantage, en revanche, c'est qu'on a beaucoup plus de flexibilité sur ce qu'on veut faire du projet, toujours bien entendu en respectant l'appel à projet, puisque c'est la condition indispensable pour espérer obtenir le financement, mais ça permet de vraiment orienter le projet dans une direction qui est intéressante pour l'entreprise et donc un peu vraiment de designer un projet qui sera pleinement bénéfique pour l'entreprise. Donc, c'est vraiment l'avantage de se placer en tant que coordinateur, même si, bien sûr, ça reste très intéressant aussi de participer à des projets en tant que partenaire et de pouvoir aussi contribuer à la recherche et peut-être de façon un peu moins globale, mais au moins sur ces tâches, de pouvoir faire de la recherche vraiment bénéfique pour l'entreprise ou pour la structure. Donc, si on revient un peu sur la façon dont ça s'est passé pour nous, ce montage de projet, donc c'est un projet qu'on a obtenu après 2 soumissions. Donc, on a soumis une première fois en 2019, une première fois en 2020, sachant qu'on avait déjà un embryon de tentative aussi en 2018, mais du coup, qui n'a pas abouti à une soumission. Donc, à chaque fois, c'était sur le même appel à projet exactement. Donc, pour vous donner une idée de comment ça s'est passé d'un point de vue timing, sur du coup l'année 2019, qui est là où bien sûr le plus gros travail a été fourni, puisqu'en 2020, on avait déjà une base qu'on a retravaillée, mais le plus gros était fait. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est un projet quand même de longue haleine, puisqu'on a commencé, donc la deadline du projet du call était en août 2019. Et donc, on a commencé les premières démarches pour chercher des partenaires en septembre 2018.
Et on a eu le premier meeting de lancement avec déjà une première base de consortium avec 7 ou 8 partenaires en février. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a anticipé pour pouvoir avoir le temps de trouver les partenaires pertinents et puis ensuite avoir le temps d'écrire une proposition qui tienne la route et qui soit bien en accord avec l'appel. Donc, pour ce qui est recherche de partenaires, c'est une partie qui peut prendre du temps et on ne sait pas forcément par où commencer. Donc, nous, on a une partie des partenaires qui venait de nos contacts internes, des contacts de l'entreprise. Ensuite, on a aussi trouvé des partenaires via le PCN et aussi la région Bretagne qui ont des connexions quand on va vers eux en présentant le projet, en présentant l'idée, ils peuvent suggérer des partenaires. Donc, c'est aussi un bon moyen de trouver des partenaires pour son projet. Et aussi, il y a différents événements de réseautage qui peuvent exister et qui sont aussi des très bons endroits pour découvrir des partenaires potentiels, notamment dans des domaines qui ne sont pas forcément proches des nôtres, mais qui sont indispensables pour le projet. Pour le projet, on s'est fait aider par une entreprise de conseil pour tout ce qui est la partie rédaction et montage du projet. Ils sont aussi intégrés dans le consortium en tant que membres. Donc ça, c'est quelque chose qui permet de pas mal alléger la charge de travail au niveau de la rédaction. Donc nous, le gros travail qu'on a fait sur le proposal, c'est vraiment la coordination et l'harmonisation de la partie technique, puisqu'on reçoit les inputs de chacun des partenaires, mais ensuite, il faut en faire un tout qui soit vraiment cohérent. Et donc, c'est là-dessus qu'on a investi le plus d'efforts dans la proposition. On a été bien assisté sur les parties, par exemple, impact ou la partie implémentation en dehors de la description des work packages par l'entreprise de conseil qui, du coup, nous a fait bénéficier de son expertise là-dedans aussi. Et donc, après, au niveau organisation, donc, on a eu une réunion en présentiel avec les partenaires pendant le montage et puis des points de suivi réguliers pour savoir où on en était, définir les prochaines deadlines et ce genre de choses. Donc, être en contact régulier avec les partenaires permet aussi d'avoir un bon suivi et de pouvoir avancer parce que c'est un peu toujours le risque. C'est des choses qu'il faut anticiper. On le voit, la rédaction a commencé à peu près 6 mois, enfin les prémices de la rédaction ont commencé à peu près 6 mois avant la soumission. Et du coup, on peut penser qu'il y a le temps et tout le monde n'est pas forcément très réactif. Donc, c'est important de bien avoir un suivi pour que les choses avancent, même si la deadline peut paraître encore loin. Donc, quelques conseils qui se baseraient un peu sur notre expérience. Le premier, ce serait de ne pas hésiter à participer, que ce soit en tant que coordinateur ou en tant que partenaire. C'est vraiment une expérience qui peut être très bénéfique, qui donne accès à des financements assez conséquents et en particulier pour les entreprises. À l'échelle nationale, on a très peu de financements d'entreprises qui sont à des taux aussi importants, puisque là, pour les RIA, on est sur 100% et pour les IA sur 70%, même pour les grosses entreprises. Donc, c'est assez exceptionnel et donc, c'est vraiment une opportunité très intéressante. Ensuite, il faut bien anticiper. C'est quelque chose qui prend du temps de participer à un projet. Et pour avoir un projet qui a une chance de réussir, il faut vraiment prendre le temps. Et également pas sous-estimer le temps que vous allez y consacrer. Alors, il y a un peu deux cas de figure différents. En tant que partenaire, bien sûr, le temps est beaucoup plus restreint puisque généralement, on vous demande des inputs assez précis sur votre implication. Donc là, le temps va être beaucoup plus restreint, mais en tant que coordinateur, il faut avoir conscience que c'est quand même quelque chose qui nous a pris au final l'équivalent de quelques mois de travail sur la période du montage. Donc, à bien avoir en tête pour avoir un projet qui a des chances de passer, il faut y passer du temps. Après, je dirais aussi qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Donc, pour tout ce qui est rédaction,
c'est vraiment important d'avoir des gens qui ont l'habitude de rédiger ce genre de projet. Donc, soit ça peut être des partenaires du projet, par exemple des partenaires académiques qui peuvent avoir déjà une longue expérience de ce type de projet. Mais ça peut aussi être très bénéfique d'avoir une entreprise vraiment spécialisée dans la rédaction de ce type de projet. Ça peut avoir un coût, mais c'est aussi, il est aussi possible de pouvoir les intégrer dans le consortium ensuite en tant que project manager. Et donc, du coup, qu'ils puissent aussi avoir accès à un financement. Et donc, l'assistance sur la partie montage peut dans ce cadre-là, être soit non payante, soit en tout cas à des coûts restreints. Donc, ça peut vraiment être un plus qui aide à organiser les choses et aussi à vraiment répondre au cahier des charges de l'Union européenne. Donc, ce n'est pas du tout indispensable. On peut tout à fait obtenir un financement sans ça, mais en tout cas, surtout pour une entreprise, ça peut être un coup de pouce bien utile pour gagner un peu de temps et être sûr d'être bien dans les clous. Ensuite, c'est intéressant de contacter le plus largement possible les réseaux, notamment le PCN, pour montrer qu'on est intéressé, soit pour monter un projet, soit pour rejoindre un projet en tant que partenaire. Ça aide vraiment, ça peut être vraiment une aide pour trouver les bons partenaires, pour savoir si on se positionne bien par rapport à l'appel à projet, etc. Si vous souhaitez participer à un projet en tant que partenaire et non en tant que coordinateur, ça peut être difficile parfois de trouver des gens qui sont en train de monter un projet, qui sont à la recherche de partenaires ayant votre expertise. Là, il ne faut surtout pas hésiter à participer à tous les événements qui sont organisés, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne. Il y a beaucoup d'événements de réseautage, de présentation des projets, des appels plutôt, de pitch, ce genre de choses. C'est vraiment des lieux très utiles pour faire des contacts, pour aussi montrer, mettre en avant son entreprise, son laboratoire, et puis éventuellement discuter avec des gens qui pourraient être intéressés par votre expertise. Et puis le dernier point que j'aurais, c'est ne pas hésiter non plus à resoumettre. C'est quand même assez rare d'obtenir un financement dès la première soumission. Alors là, sur les appels qu'on a vus, c'est des appels à projets qui malheureusement, généralement, n'ont qu'un seul appel. Ce n'est pas des appels qui sont reconduits une fois sur l'autre. Mais déjà, avec une base et des retours de la commission, ça permet de pouvoir voir ce qui va, ce qui ne va pas et de pouvoir s'améliorer, quitte à modifier le proposal pour pouvoir correspondre à un nouvel appel. Mais voilà, à titre indicatif, nous, la première soumission, on avait obtenu la note de 11 sur 15 et la deuxième, la note de 15. Donc, c'est vraiment grâce à ces retours qu'on a pu aussi s'améliorer, qu'on a pu consolider le consortium et puis obtenir le financement. Donc, ça vaut le coup, une fois qu'on a un bon réseau de partenaires, de le garder dans la durée et d'essayer de réitérer les collaborations, même si ça ne marche pas du premier coup. Voilà un peu, j'ai fait le tour de ce que j'avais en tête, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Merci beaucoup, Noémie, pour ce témoignage. S'il y a des questions. Merci Noémie, merci aussi pour votre précision, pardon Frédéric, pour votre précision sur les taux de financement. Effectivement, vous aviez indiqué au tout début que vous aviez un taux de 70% parce que c'était une IA, effectivement, et vous avez bien reprécisé la différence entre IA et RIA. Mais merci beaucoup pour ce témoignage très, très clair et très complet. Très bien, on va passer peut-être à la dernière planche juste pour vous indiquer justement ces événements de réseautage futurs qui peuvent aider à ces montages. Donc, je vais essayer de reprendre le contrôle. À moins que... Comment... Je n'ai plus le contrôle. Je pense qu'en présentant directement ton contenu, tu vas pouvoir reprendre le contrôle. Voilà.
Alors. Bon, je n'arrive plus à afficher. Tu veux que j'affiche Oui, on a juste deux planches, hein, deux planches. Oui, alors attends. Une concernant justement les événements à venir, les pitchs justement qui vont permettre de faire ce réseautage en amont de la constitution des projets. Donc on a prévu 3 séances de pitch dans les... Alors, j'ai pas le fichier sur place, donc les dates, je vais me tromper. Non, t'inquiète pas, le temps que ça s'ouvre, que je puisse présenter, mais je suis dessus. Ok, donc voilà, donc on a ça, et puis on a aussi une petite planche pour vous parler, avant que on arrive à la fin, du SRE, donc Security Research Event, qui est un gros événement organisé en France du fait de la présidence au Conseil de l'Europe, les présidences françaises au Conseil de l'Europe. Donc ça sera le 1er et 2 mars 2022. Grande fête, super occasion pour faire du réseautage, puisqu'on attend 800, 900, enfin il y aura beaucoup de monde, et ça sera en présentiel, donc c'est assez rare et unique pour qu'on le souligne. Et donc, ça sera une occasion unique de pouvoir rencontrer. Et donc là, on revient justement sur la planche, sur les pitchs, les sessions de pitch. Et vous avez aussi une référence sur les différents séminaires qu'on a pu avoir sur les différentes thématiques à destination du cluster 3. Et puis, il y aura donc, je vous ai mis en rouge pour ceux qui étaient intéressés à IC, RI et SSRI, ça sera le 23 mars, entre 10h et 11h30. Ça va tenir le timing. Et puis donc la planche d'après, le SRE, donc Cité des sciences et de l'industrie, très haut niveau, donc il y aura des personnes importantes qui seront présentes, il y aura des stands de projets, il y aura des démonstrations, une grosse capacité d'accueil et une opportunité unique de rencontrer de nombreux partenaires présents et futurs. Et puis planche d'après, voilà, il y aura aussi lors de cet événement des conférences et panels sur des thématiques clés sur la résilience de l'Europe. Donc je vous encourage, vous avez le lien à vous inscrire et à participer. Voilà, ça sera assez unique. Merci, on n'a pas pu prendre beaucoup de questions à la fin. Merci Julien d'avoir traité les questions